transmettre après. Tout à fait, donc le webinaire sera donc diffusé sur notre site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main. Donc Colline prendra les questions parce que moi je ne vous vois plus. Et donc une petite précision, durant cette présentation, pardon, vous verrez revenir le mot ENR qui est donc énergie renouvelable. Donc l'ordre du jour, nous allons revenir sur le calendrier de la définition des zones d'accélération. On reviendra par la suite sur les informations clés du webinaire de la DDT. On présentera les outils nationaux qui sont à votre disposition et par la suite, on reviendra sur l'accompagnement que propose le pays Sud Toulousain. Alors, tout d'abord, en termes de calendrier, cette loi d'accélération des énergies renouvelables, comme le disait Gérard, a été promulguée le 10 mars dernier. L'État a mis à disposition des données et maintenant, les communes ont jusqu'au 31 décembre pour définir des zones d'accélération, donc 31 décembre 2023. Donc, les communes, pour cela, vont devoir concerter le public selon des modalités qu'elles définiront librement. Elles vont devoir définir ces zones en conseil municipal et par la suite, un débat sera organisé à l'échelle de l'EPCI pour valider la cohérence de ces zones. Par la suite, ces zones seront remontées au référent préfectoral unique qui organisera, lui, une conférence territoriale et qui transmettra ces zones au comité régional de l'énergie. Et le comité régional de l'énergie, lui, aura 3 mois pour définir si ces zones sont suffisantes ou pas. Donc, si ces zones paraissent suffisantes par rapport à l'atteinte des objectifs régionaux, alors il y aura une cartographie qui sortira à l'échelle du département. Et si ce n'est pas le cas, les communes auront 3 mois supplémentaires pour définir des zones. Donc, de la même façon, elles transmettront ces zones au comité régional de l'énergie qui donnera à nouveau son avis. Donc, par rapport aux informations que nous ont données la DDT 31 récemment lors de leur webinaire, pardon, le 6 septembre dernier, voici les éléments que l'on a synthétisés. Donc, comme je le disais, la date limite, c'est le 31 décembre 2023. Pour choisir les zones, il faut croiser différents enjeux. D'une part, des enjeux énergétiques, donc notamment les potentiels que l'on a sur notre territoire, la capacité des réseaux, donc ces éléments-là sont présents dans un outil que propose l'État, on va y revenir ensemble après. La puissance qui est déjà installée sur votre territoire, la diversification des énergies renouvelables. Donc la DDT a bien insisté sur le fait voilà, qu'il fallait diversifier les productions énergétiques et la DDT a précisé que pour le photovoltaïque, sur notre territoire, on avait un très fort potentiel de développement. Pour la méthanisation, un fort potentiel de développement, de même pour les réseaux de chaleur. Pour l'éolien, on a un potentiel de développement qui est limité et pour l'hydraulique, un potentiel de développement qui est très limité en lien donc avec le manque d'eau qu'on ressent depuis quelques années. Et pour finir, toujours dans les enjeux énergétiques, il faudra aussi prendre en compte l'inventaire des zones d'activité économique et notamment voir si certaines zones présentent un potentiel de développement des énergies renouvelables. Donc en parallèle, donc, il faut croiser ces enjeux énergétiques avec des enjeux environnementaux. Donc prendre en compte des aspects de prévention et maîtrise des dangers, donc notamment avec la ressource en eau, prendre en compte des enjeux de paysage et aussi prendre en compte certaines zones qui peuvent être interdites comme des parcs nationaux, des réserves naturelles, des zones de protection spéciale. Et donc finalement, en croisant ces deux enjeux, on obtient des zones prioritaires. Donc la DDT a identifié comme zones prioritaires les toitures, les parkings, les zones d'activité économique, les abords d'infrastructures de transport, tout site artificialisé libre d'usage, dont des friches industrielles et commerciales. Et la DDT a précisé que pour des zones agricoles et pour la filière agrivoltaïsme, ce serait le rôle de la Chambre d'agriculture que de définir des zones sur ces zones-là. Voilà, donc c'est vraiment la Chambre d'agriculture qui, elle, sur les zones agricoles, va définir une carte, va définir des zones à potentiel. Donc finalement, voilà, les communes sur zones agricoles ne doivent pas définir des zones d'accélération. Et pour continuer, en termes de format qui est attendu, la DDT attend que ces zones
soit remontées sous un format cartographique. Donc pour cela, vous allez pouvoir utiliser l'outil que propose l'État. On va y revenir ensemble dessus après. Ou si vous disposez d'un logiciel cartographique, vous pouvez aussi l'utiliser. Il faudra déterminer, il faudra avoir un fichier par zone d'accélération et nommer le fichier comme on le voit sur la diapositive, donc le code INSEE de la commune, le type de filière, donc si c'est du solaire, de l'éolien, de la méthanisation, et le numéro de zone de la commune. Si vous définissez cette zone, eh bien, il y aura zone 1, 2, etc. Les avantages qu'identifie la DDT 31 dans cette démarche-là de définition des zones, c'est d'initier finalement une démarche de planification qui permet une meilleure lisibilité sur le territoire. Voilà, l'enjeu de cette loi, finalement, c'est de se dire, ben, sur les communes, à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les développeurs qui viennent, donc qui sollicitent les communes et qui viennent définir, en quelque sorte, la stratégie énergétique des communes, en définissant les zones où il y aura développement de photovoltaïque, etc., ou d'autres énergies. Ici, l'enjeu, c'est que ce soit les communes qui définissent les zones où les développeurs pourront venir s'implanter. Autre avantage, acceptabilité sociale, parce que l'idée donc c'est de, en définissant ces zones, de concerter le public. A priori, il y aura aussi des dispositifs financiers, donc il y aura plus de chances d'être lauréat d'appel à projets, d'appel d'offres ENR, et il y aura des modulations tarifaires. Donc ces éléments seront précisés par la suite parce qu'on atteint une quarantaine de décrets d'application. Il y aura aussi une réduction des délais d'instruction parce que ce qui se passera, c'est que des projets ENR pourront voir le jour hors des zones d'accélération, ce sera possible, mais au sein de ces zones d'accélération, les porteurs de projets, les développeurs, n'auront pas besoin d'organiser un comité de projet. Voilà, donc hors de ces zones, finalement, il y aura des étapes en plus à réaliser. Et dernier avantage, lorsque vous allez définir des zones d'accélération, vous pourrez par la suite définir des zones d'exclusion dans un second temps. Et dernier point, par rapport aux documents d'urbanisme, il n'est pas obligatoire d'intégrer ces zones d'accélération dans vos documents d'urbanisme, dans vos PLU, mais c'est conseillé de les intégrer par modification simplifiée. Donc voilà pour les éléments de la DDT. Est-ce que déjà vous avez des premières questions ou on continue? Voilà, moi, ma présentation va à peu près durer une demi-heure, donc après on aura une grosse demi-heure aussi pour échanger et avoir des questions. Mais je vous laisse déjà en poser si vous en avez. Il y a 3 questions et remarques, Eva, Oui, que je peux te relayer. oui, Une question concernant les zones ABF, pour savoir s'il y oui. a des particularités. Nadia Estan a déjà répondu que les services de l'État n'étaient pas contre les zones ABF pour ces zones d'accélération, mais plutôt si on est en autoconsommation collective. Alors ça, il me semble, plutôt la position des ABF qui autorise les ENR en autoconsommation collective. Je ne sais pas si tu as eu des précisions sur l'autoconsommation collective lors des réunions avec la DDT. Je te laisse Oui. répondre. Donc la DDT organisait un webinaire à l'attention des élus le 6 septembre et une autre réunion technique donc, à destination des techniciens le 7 septembre. Cette question a été posée. L'autoconsommation collective n'a pas été abordée, mais effectivement, ça peut être une réponse. Mais par contre, cette question de prise en compte des ABF a été posée et la DDT nous a répondu qu'effectivement, des discussions allaient être entamées avec les ABF parce que ce travail a été demandé aux communes et effectivement, il peut être tout à fait possible de définir des zones d'accélération dans des zones ABF. Donc voilà, des discussions doivent être mises en place entre les ABF et l'État à ce sujet. Mais pour l'instant, voilà, c'est la seule réponse qu'on peut nous vous apporter, la seule réponse qu'on a eue de la DDT.
Une autre question, on veillera bien sûr à bien noter vos remarques et questions et on les relaiera à la DDT pour éventuellement qu'ils puissent donner des précisions parce que nous, on ne fait que relayer ce que nous a donné comme information la DDT. Donc, c'est bien sûr à eux de répondre, d'être précisés s'il y avait des éléments auxquels ils n'avaient pas répondu encore. La deuxième question porte sur donc les zones A, les zones agricoles. Donc pour bien confirmer et préciser que a priori donc il n'y a pas de zone d'accélération en zone agricole possible, Oui. sauf à ce que ça vienne de la chambre d'agriculture. Tout à fait. C'est effectivement ce qu'on a compris, mais je veux bien que tu reviennes dessus. Oui, tout à fait. On nous a bien expliqué que pour l'agrivoltaïsme, c'est production agricole couplée avec une production énergétique, ou en tout cas une production énergétique en second plan. Donc finalement, ce que nous disait la DDT, c'est qu'on ne pouvait pas définir une zone d'accélération des énergies renouvelables avec de l'agrivoltaïsme parce que, en fait, la production principale, c'est pas une production énergétique, mais une production agricole. Donc ça ne rentre pas dans le cadre des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc pour simplifier, voilà, nous, ils nous ont dit, en zone agricole, on ne définit pas de zone d'accélération et on attend que la Chambre d'agriculture vienne définir des zones à potentiel. Et je pense qu'on aura plus de précisions lorsque les décrets d'application sortiront. Mais en tout cas, voici les premières consignes qu'on a eues par rapport à ça. Et la dernière question ou remarque, ah non, il y en a encore. Une autre question ou remarque, donc c'est est-ce que l'utilisation du SIG est obligatoire pour les communes qui ne sauraient pas l'utiliser et préféreraient une version de zonage papier? Alors, la version SIG, je précise que le SIG, c'est particulier et que le logiciel de la DDT, c'est encore autre chose. Il me semble que ce n'est pas de la SIG, c'est un logiciel de cartographie simplifiée. Oui, tout à fait. En fait, l'État, on va s'y rendre de suite ensemble dessus, l'État propose un outil cartographique qui est simple à prendre en main. Vous allez pouvoir dessiner des zones, on va le faire ensemble juste après, et télécharger ce que vous avez dessiné sous un format cartographique. Et ça, ce sera envoyé à la DDT. Après, pour les communes qui ont de l'ingénierie ou qui ont un logiciel cartographique, elles peuvent, si elles souhaitent, utiliser directement, par exemple, QGIS ou un autre outil. Mais en tout cas, l'État met déjà à disposition un outil cartographique simplifié où on peut venir dessiner des zones et les enregistrer en format cartographique. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir un outil cartographique assez complexe. L'État en propose un. La dernière question, alors je réponds à Nadia Estan qui demande si ce qui concerne les zones agricoles est la même procédure pour les zones naturelles. Oui, tout à fait. En fait, les espaces naturels, agricoles et forestiers sont concernés au même titre. En fait, ils ne font pas partie des zones d'accélération a priori. Et donc la question qui était posée, c'était la date butoir du 31 décembre ne semble pas si formelle que ça. De toute façon, la concertation est impossible dans les 3 mois. Effectivement, la DDT est bien consciente que les délais sont très resserrés. Au départ, on avait une date butoir du 10 novembre qui a été repoussée au 31 décembre. Voilà, nous, la DDT nous a bien indiqué cette date-là. Voilà, il faut se fier à cette date du 31 décembre en tout cas. Et une autre remarque, du coup, quelle influence de ce dispositif sur les projets en cours de développement? Pour les projets en cours de développement, pas d'influence. Pour les projets qui, par contre, auraient été identifiés, mais qui ne sont pas en cours de développement, ça peut faire l'objet justement de les insérer dans des zones d'accélération si vous, voilà, vous pensez qu'il y a une pertinence. Pour les projets en cours de développement, moi, je ne vois pas d'incidence, mais je peux vérifier cela avec la DDT.
Je me le Je ne note. vois pas d'autres remarques. Eh bien, Peut-être que du coup, on peut avancer et puis, oui, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas, au fur et à mesure. tout à fait. Donc, on va continuer sur l'outil cartographique que propose l'État. Donc, on va s'y rendre ensemble. Je vais aussi vous envoyer le lien si vous souhaitez dans le chat pour vous y rendre en parallèle si vous pouvez, souhaiter. Alors, est-ce que je vais être assez rapide pour le faire? Hop. Voilà, je vous ai envoyé le lien. Donc, on va ensemble se rendre. Vous voyez bien la cartographie? Colline, elle apparaît la cartographie? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, on va se rendre ensemble à Carbone. Donc, pour s'y rendre, vous pouvez facilement cliquer en haut à gauche, ici, hop, et rentrer donc Carbone. Et donc, sur cette page-là, on voit différents éléments, notamment à droite de l'écran. On voit que différents potentiels s'affichent. Lorsqu'on clique dessus, par exemple le potentiel solaire sur toiture, apparaît une légende, mais le potentiel n'apparaît pas sur la cartographie. Pour le faire apparaître et pour faire apparaître tous les potentiels, il faut se rendre sur cet onglet où on voit différentes couches. Là apparaît finalement les potentiels qui sont cliquables. Donc pour une meilleure visibilité, moi je vous propose de descendre tout en bas, hop, et de cliquer sur photographie aérienne. Donc pour l'afficher, il faut cliquer sur l'œil qui est barré. Voilà, donc ici on aurait un petit peu plus de visibilité. On peut avoir donc accès aux photographies aériennes. Par la suite, donc si je remonte le curseur, je vais pouvoir venir afficher le potentiel solaire sur toiture, toujours en cliquant sur l'œil barré. Donc ici, si je me dirige sur le bâtiment de la communauté de communes du Volvestre et du Pays Sud toulousain, on voit donc on a un bâtiment d'une couleur donc rouge assez soutenue. Je peux cliquer sur la légende à nouveau et voir que plus je me dirige vers du rouge foncé, plus mon potentiel sur toiture sera important. Pardon. Je vais pouvoir aussi venir dessiner une zone d'accélération si je souhaite ici identifier ces zones comme une zone potentiellement utilisable pour positionner des panneaux solaires. Pour venir dessiner ma zone d'accélération, je clique sur le crayon qui est ici, sur l'outil polygone, et je vais venir dessiner ici hop, une zone d'accélération. À noter que tout ce que je vous montre ici, on l'a aussi décliné dans un rapport qui est diffusé sur le site du pays. Voilà, donc là, j'ai défini une première zone. Je vais pouvoir en dessiner aussi, si je souhaite, hop, une deuxième. Ici, par exemple. Voilà, je fais ça approximativement. Voilà. Donc après, on a d'autres outils qui sont à notre disposition, comme par exemple le fait de pouvoir Ah. voir Eva, si je clique sur ça a les deux bâtiments. sauté. Et Je je ne vais sais pas pouvoir. si c'est que pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que c'est mieux, mais pas très bien. Il y a eu un bug. Donc tu peux reprendre ce que tu évoquais sur cette portail cartographique. On a dû rater 3 phrases, hein, peut-être pas plus. Mais... Depuis le début, Eva. C'est une voix charmante. Alors par contre là, on ne t'entend plus du tout. Est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend. Alors, vous vous en êtes arrêté où? Excusez-moi, je pense que le fait de partager et d'aller sur le portail cartographique, ça, vous vous en êtes arrêté où, Colline? Tu peux Excusez-moi. reprendre ce que tu as évoqué sur cette diapo. Vous avez suivi le fait que je dessinais des zones d'accélération? L'arrêt, c'était au niveau des outils pour dessiner les zones. Très bien. Donc voilà, donc là j'ai pu finir de dessiner mes zones en allant sur le crayon et polygone. Et par la suite, j'ai d'autres outils comme par exemple mesurer une distance. Donc je vais pouvoir ici mesurer
une distance, si je le souhaite, entre 2 zones d'accélération. Je peux aussi venir calculer la surface d'une zone. Donc voilà pour les outils. Une autre fonctionnalité que je voulais vous présenter, c'est le fait que vous pouvez aussi afficher donc les parkings qui sont présents sur vos territoires en cliquant donc sur Unité foncière contenant des surfaces de stationnement. Et ici, vous avez accès à donc tous les parkings. Et si vous venez cliquer sur la légende, vous pouvez voir que lorsqu'il y a une couleur en bleu foncé, le parking a une surface supérieure à 1500 m². Et pour finir, pour l'enregistrement, donc pour enregistrer, il faut revenir sur l'outil crayon. Et ici, avec cette flèche, vous pouvez charger le croquis et on voit qu'il apparaît ici en format GeoJSON. Donc, c'est le format cartographique qui sera envoyé à la DDT en renommant correctement le fichier. Ça, ce fichier-là, comme il est sous format cartographique, vous n'allez pas pouvoir le réouvrir si vous n'avez pas de logiciel cartographique. Donc, vous pouvez aussi télécharger cette carte en format image, en format JPEG, en format PDF, en vous rendant sur l'imprimante qui est ici, enregistrer sous, et là, vous cliquez sur, par exemple, PDF, et directement, vous allez avoir votre PDF qui va s'enregistrer. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation de cet outil? Donc, encore une fois, voilà, on a publié un rapport sur le site du pays qui revient expliquer tout ce que j'ai présenté. Excusez-moi, Alors, c'est je vois une question. main levée. Ah, oui. Ouais. Oui. Pardon. Juste par rapport au fait qu'il faut ce que vous disiez au départ, c'est qu'il fallait faire un fichier par zone. C'est-à-dire qu'on fait un document pour tout le photovoltaïque solaire, un document pour le photovoltaïque en toiture, par exemple, un document pour le photovoltaïque au sol sur les friches, ou à chaque fois, il faut en faire un différent. Oui, la DDT a proposé les deux solutions. Elle a proposé effectivement de faire comment dire, un document pour un type de filière. Donc, comme vous le disiez, par exemple, photovoltaïque en toiture, et vous allez avoir toutes vos zones de dessinée. Ou sinon, on peut aussi faire un document par zone, mais effectivement, ça me paraît bien plus simple de faire un document par filière où on voit toutes les zones. Tout à fait. Ok, merci. Il y avait une autre Oui. personne qui souhaitait intervenir également. Oui, c'est moi. J'avais une question, deux questions différentes. Quand j'avais utilisé le logiciel au tout début, quand il avait été envoyé, franchement, les résultats étaient complètement faux. Je veux dire, puisque j'avais fait déjà des études photovoltaïques sur certaines zones et les résultats de capacité de production étaient carrément erronés. Donc, je ne sais pas s'ils ont changé, parce que je vois qu'il y a des outils supplémentaires et des cartes supplémentaires. Est-ce que vous avez vent qu'ils ont corrigé, ces aberrations? Donc, ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, un point que je n'ai pas très bien compris par rapport c'est que, en gros, les zones d'accélération sont des zones où on veut que ça se fasse particulièrement. Les zones on va dire, d'exclusion, c'est des zones où on ne veut pas que ça se fasse. Mais si on ne définit ni l'un ni l'autre, ça veut dire que les projets peuvent se faire. Tout à fait. Donc, je vais revenir sur la deuxième question, d'abord parce qu'on y est. Oui, effectivement, s'il n'y a pas de zone, les projets pourront tout à fait voir le jour. Après, définir des zones d'accélération, comme je le disais, c'est aussi définir là où se développeront des énergies renouvelables. C'est déjà identifier des zones où les développeurs de projets se rendront directement et pas, identifieront pas des zones qui, pour vous, ne vous correspondent pas. Après, là, on est dans un premier temps dans une définition de zone d'accélération. Tant que ces zones n'ont pas été validées par le comité régional de l'énergie, vous ne pouvez pas encore définir des zones d'exclusion. Ce sera que dans un second temps. Et par rapport à votre première question, Nadia, on a posé la question à la DDT par
effectivement aux aberrations qu'on pouvait voir. Voilà, ils nous ont répondu qu'il y avait des modifications qui se faisaient très régulièrement. Et effectivement, on a vu des cartes apparaître. Et en fait, jusqu'à la fin de l'année, on aura des modifications à venir, des ajouts de cartes. Voilà, ils sont en train d'ajouter au fur et à mesure des éléments. Donc, en gros, on va réfléchir. Est-ce que j'ai bien sur des répondu à vos 2 questions? Ah, oui, mais ma question, c'est que du coup, on va réfléchir sur des cartes où peut-être il y a des aberrations, alors qu'on doit rendre notre copie en décembre. Oui, et l'idée ici, voilà, c'est de l'État, hein, c'est ce que nous propose l'État, c'est de proposer un outil qui vous aide dans le fait de définir, de dessiner des zones d'accélération. Voilà, après l'État nous dit, nous on est bien conscient que les communes connaissent leur territoire et qu'elles vont voilà, parfois savoir et se dire, bah non, sur tel bâtiment, je vois qu'il y a un potentiel élevé, mais en fait non, techniquement c'est pas possible. Voilà, les communes peuvent tout à fait se dire, bah, effectivement, là il y a un potentiel qui est identifié. Moi, je sais que dans la réalité, ça fonctionnerait pas. OK. Donc Et effectivement, il faut prendre ces données, voilà, avec une certaine attention. d'accord. Et on peut donner des zones de, on va dire, des potentialités dans des zones qui ne nous appartiennent pas. Oui, dans Parce des que zones privées, oui, tout donc à ça veut fait. dire qu'en gros, on choisit pour un privé qu'il va supporter lui les panneaux, alors que c'est pas nous qui allons être maîtres d'ouvrage. Tout à fait. Après, l'idée, voilà, c'est que les communes concertent comme elles le souhaitent. Voilà, ces fameuses donc personnes concernées, les citoyens. Voilà, il y a un processus de concertation. Mais effectivement, voilà, il faut que cette personne-là, que ce privé soit tout de même dans la boucle pour que ce soit réellement une opération qui présente un réel potentiel. Parce qu'effectivement, si de son côté ce n'est pas possible, voilà, ça présente peu de sens que de le mettre en zone d'accélération. Alors, comment il peut savoir si c'est possible s'il n'a pas eu une étude de structure de son toit? Non, mais moi, je suis Tout à très fait. Ça, pragmatique, ça hein. par contre, effectivement, les délais font que vous ne pouvez pas avoir cela avant le 31 décembre. Alors, Et ça, l'État, quand on en a discuté avec la DTT, effectivement, vous pouvez définir des zones d'accès sans avoir réalisé, parce que vous n'aurez pas le temps, d'études de faisabilité. donc, du coup, quelles sont nos obligations quand on a défini ces zones? Voilà, je déroule, hein. Pardon Nadia, j'ai pas entendu le Quelles début sont de la nos phrase. obligations quand on a défini ces zones? Par exemple, on a défini une zone en toute, on va dire, parce qu'on pense que c'est un potentiel. On fait une étude, on se retrouve que Mmh, c'est pas faisable. Quelles sont nos obligations? Est-ce qu'on mmh. est obligé de faire des travaux Il y en a pas. colossaux qui permettent, Non, il y en pour a les pas. accueillir? Donc, en Il y en réalité, a pas. Il n'y a pas d'obligation. entre ce qu'on va faire et la réalité, il va y avoir un monde. Effectivement, et puis les zones d'accélération après pourront être définies tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, effectivement, vous allez pouvoir remodifier vos zones d'accélération. OK, merci. Et bonjour, Daniel Paradis-Beaufort. Si on ne fait rien, Et si on ne fait rien, le risque que vous encourez, c'est que la DDT, donc parce que toutes les zones vont être remontées à la DDT, et donc il va y avoir une carte à l'échelle du département qui va être élaborée. Et si les objectifs régionaux ne sont pas atteints, là, la DDT va revenir vers les communes qui n'ont pas défini de zone d'accélération. Voilà la réponse qu'on a. Et encore une fois, qui dit zone dit aussi laisser la main aux développeurs de produire de l'énergie sur le territoire à des endroits qui, pour le coup, parfois ne sont pas réellement identifiés par les communes et où les retombées financières ne vont pas directement à la commune, mais encore une fois pour des privés et des développeurs. oui, mais les retombées financières sont pour les communes si ce sont des parcelles ou des bâtiments communaux. Tout à fait. Donc ça ne change Tout à rien fait. par rapport à ce qui se fait actuellement. Sauf si vous identifiez des zones sur du foncier qui vous appartient.
le dit Nadia, la faisabilité technique, les contraintes ABF, ce sont des éléments qui, pour l'instant, sont difficiles à intégrer pour le moment. Mais déjà, on se dit, bah tiens, j'identifie telle zone où il pourrait y avoir du potentiel. Et dans ces zones-là, les procédures seront accélérées. Hors de ces zones, ce sera possible de déployer des énergies renouvelables, mais passer par des comités de projets. Dans ces comités de projets, il y aura la commune, il y aura d'autres communes adjacentes et les processus seront plus longs. La DDT aussi devra y être intégrée. Voilà, on aura un processus qui sera, semblerait-il, plus long. Un particulier qui actuellement veut mettre des panneaux solaires sur un toit, qu'est-ce qui va changer le fait que ce soit dans une zone ENR ou pas? Par contre, voilà, effectivement, les zones d'accélération ne sont pas à définir sur des toits de particuliers. Voilà, là, on parle plutôt d'entreprise, on parle plutôt de communes, mais pas de particuliers. Y a-t-il d'autres interrogations? Oui. Vous avez la main levée. Oui, puis après, il y aura d'autres questions qui ont été posées dans le fil. Oui. Je laisse peut-être ceux qui ont la main levée les poser, puis on reviendra sur les questions qui ont été posées. Oui. On parlait tout à l'heure que c'est pas sur du particulier, mais c'est sur du collectif quand même. Parce que les plus gros potentiels, c'est sur les immeubles collectifs quand même. Hein. Tout à fait. Donc les collectifs, on est bien d'accord, sont une zone d'accélération. Le particulier, non. Je veux dire, la maison individuelle, non. Mais le collectif est bien une zone d'accélération. D'accord, hein, j'avais bien compris ça. D'accord, merci. Ça peut, oui. Oui. J'ai une petite question. Moi, je voudrais juste préciser pour les particuliers, moi, il me semble que quand même, ça doit pouvoir être possible. Une maison individuelle, peut-être pas, mais si c'est un ensemble de maisons conjointes ou ensemble, comme un centre-bourg, par exemple, à mon avis, c'est faisable. Enfin, moi, je n'ai pas entendu parler d'une exclusion des particuliers. Donc, Oui, tout à fait, Colline. Moi, je pensais, une maison individuelle. Effectivement, si à l'échelle d'un quartier, on voit qu'il y a un potentiel qui est intéressant, que les habitants sont intéressés par la démarche, qu'il y a aussi peut-être possibilité de faire de l'autoconsommation collective ou d'autres processus, et que ça a été aussi discuté en concertation, effectivement, là, il y a un intérêt. Oui, merci, Colline, de préciser. Je peux poser une petite question, Eva? Oui. Oui, simplement, je n'ai pas su trouver dans le déroulé là un potentiel d'évacuation de production important. Je pense que c'est important, ce n'est pas la peine de positionner des zones si on ne peut pas évacuer la production. Tout à fait. Alors, on retrouve dans l'outil cartographique de l'État, effectivement, il y a des informations sur les réseaux. Et après, Enedis met aussi à disposition et sera sur la page internet, vous avez raison de me le demander. Sur le site d'Enedis, il est aussi possible de rentrer sa commune et de voir quel est l'état du réseau et voir s'il y a de la capacité d'injecter dans le réseau Publition. Mais effectivement, c'est à prendre en compte. Je me le note de rajouter cela sur la page internet. Mais c'est dommage que ce n'a pas été porté dans le potentiel du portail géographique ENR, quoi. Parce que on va travailler. On retrouve des éléments. On retrouve des éléments. Hein. On retrouve des éléments assez faiblement, mais on en retrouve. Si on parcourt l'arborescence, il y a des éléments par rapport à l'état des réseaux. Localisation, hop, ici. Localisation des réseaux de chaleur, mais il y a aussi des informations sur les réseaux électriques. Je vois encore une main levée, Loïc Gaujard. Oui, c'est pour rebondir sur la remarque de Max sur la capacité des réseaux. Honnêtement, moi, à mon sens, c'est pas à nous de nous en occuper de ça, parce que de toute manière, actuellement, moi je vois sur ma commune, il y a différents projets, dès qu'ils sont conséquents, ça ne rentre pas dans les réseaux de toute façon, actuellement.
Il y a un vrai souci. Nous, le poste source à Palamini ou Mancius, ils sont saturés. Ça part sur carbone, ce qui fait quand même martre carbone en termes d'acheminement d'électricité, c'est quand même pas neutre sur les projets. Voilà, donc à un moment donné, il faut que l'État aussi, s'ils veulent qu'il y ait des projets qui sortent, les réseaux dimensionnent ou qu'il y ait un vrai schéma enfin, accélérer le schéma de développement qui existe actuellement. Mais si on se limite à ça, enfin, honnêtement, hein, moi, il n'y a pas besoin qu'on travaille, on ne sort rien. Hein. Tout à fait, Sur les l'État en gros, est en tout cas, conscient, sur les enfin, gros, je veux dire, les sur des centrales solaires, on ne sort pas grand-chose. Hein. Dès qu'elles dépassent 3 mégawatts, le réseau ne peut pas le prendre actuellement. Tout à fait, c'est une question qui avait été abordée. On avait organisé une conférence débat en juin dernier. C'est une question qui avait été abordée avec Enedis, avec RTE qui était présent. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, ce qu'on nous répond, c'est que quand une demande est faite, le raccordement sera automatiquement fait. Voilà, après, il y a la temporalité qu'on ne maîtrise pas. Et effectivement, voilà, si on ne maîtrise pas la temporalité, il y a des projets qui tombent à l'eau. Mais voilà, nous pensons que c'est quand même important de définir des zones d'accélération pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Voilà. Après, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas encore, des décrets d'application qui ne sont pas encore sortis. Donc, des choses qui vont être ajoutées, des choses qui vont bouger par rapport à ce sujet-là. Et Je comme ne je dis le pas qu'il voyais ne faut dans pas les le faire, je commentaires, pense qu'il faut effectivement, c'est une définir version les... bêta. Pardon, Je peux rajouter- non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je pense qu'il faut définir les zones, mais par contre, ce n'est pas à nous de nous préoccuper si, quand il y a un projet qui sort, si ça va pouvoir rentrer sur le réseau et de se bloquer, en fait, de s'auto-censurer en disant on ne met pas telle zone parce qu'on sait qu'actuellement le réseau est en difficulté. Ça, je pense que c'est à Tout l'État à de fait. résoudre ce problème-là. Tout à fait. On peut le regarder, mais effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et c'est un sujet qui a... Donc, voilà, il ne faut pas se limiter, effectivement. Je voulais revenir sur les interventions précédentes, sur les questions qui ont été posées dans le fil. J'en donne quelques-unes peut-être. Alors, une question de savoir qui participera au comité régional d'acceptation d'exclusion des projets. C'est-à-dire qu'une fois que les propositions ont été faites, Oui. peut-être de préciser un petit peu quel est le processus pour ces propositions. Je peux peut-être donner une réponse préalable qui a été donnée aux élus, c'est-à-dire qu'ils vont étudier le potentiel de production énergétique sur ce qui aurait été relevé. Et d'après la DDT, du coup, ils disaient qu'ils ne savaient pas encore à quelle échelle est-ce qu'ils allaient le calculer, mais probablement à l'échelle intercommunale. Alors EPCI, SCOT, département, ça, enfin voilà. Mais en tout cas, pas à l'échelle communale, puisqu'il y a certaines communes qui ne seront pas capables de faire parvenir des zones d'accélération parce que la commune n'est pas... des communes de montagne, enfin voilà, il peut y avoir des exceptions tout en zone naturelle, etc. Donc certaines communes ne fourniront aucune zone d'accélération, donc ils vont faire un calcul global. Et ensuite, ils nous diront éventuellement si on doit revoir la copie, si il doit y avoir plus de zones d'accélération proposées. Donc voilà, après, qui participera au comité régional d'acceptation ou exclusion, ça, je laisserai Eva en parler. Et peut-être on peut aborder la deuxième question en même temps, c'est peut-on faire un sursis à statuer par rapport au projet aujourd'hui? Est-ce que ces réflexions de zones d'accélération peuvent permettre de ralentir peut-être les projets existants en attente de ces zones d'accélération? Pour la première question, par rapport à quels sont les membres de la CRE, du comité régional de l'énergie, je n'ai pas la réponse et dès que je la trouverai, enfin, voilà, je vous ferai. De toute façon, voilà, on va un récapitulatif des questions avec les réponses pour lesquelles on n'a pas encore de réponse à vous donner. Et après des projets en cours, je ne sais pas non plus. Donc je vous apporterai l'information quand je
Peut-être que le Pays du Sud toulousain y participera. Au comité régional de l'énergie? Oui, ce serait une opportunité. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sera à cette échelle. Je serais très surpris, personnellement. Pour le sursis à statuer, probablement, alors juste pour votre information, la loi dite PPL2 qui est sortie en juillet sur le zéro artificialisation nette permet des sursis à statuer supplémentaires qui n'étaient pas prévus initialement. Et qui ne sont pas dans le cadre d'une révision de PLU, puisque ça, les révisions de PLU le permettent déjà. Donc probablement qu'il sera possible de faire des sursis à statuer supplémentaires, peut-être dans le cadre de la révision d'un PLU du coup. Mais on va se renseigner avec Eva pour avoir une réponse plus fiable à vous apporter. Parmi les autres questions, je peux vous remonter encore. Donc, peut-on avoir de l'aide par rapport à la cartographie? Donc ça, Eva va vous proposer, du coup, va vous parler de l'accompagnement proposé par le Pays Sud Toulousain, justement, pour vous aider. Donc là, je la laisserai répondre. Est-ce que vous m'entendez? Ah, pardon. Oui. J'ai des problèmes de connexion. Aura-t-on une indication des objectifs à atteindre? Donc, j'imagine que cette question était par rapport aux objectifs de production énergétique. Ça a été posé comme question par les élus et il n'y a pas eu de réponse de l'État. Donc, ça, je ne sais pas si une réponse a été apportée à la réunion des techniciens. Je n'y étais pas. Peut-être que tu auras des précisions à donner, Eva, sur cet aspect-là. Non, on n'a pas eu de précision par rapport à ça. Je pense qu'on en aura dans les semaines à venir, mais pour l'instant, on n'a pas eu ces éléments-là, parce qu'effectivement, ça a été une question qui a été posée plusieurs fois. Et dernière question qui a été posée, sinon, et on sera à jour, il me semble. Quels sont les avantages financiers? Donc là, la question, c'est rien. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Voilà, c'est une question qui a été posée en réunion technique et on nous a répondu qu'il y avait une quarantaine de décrets d'application qui allaient sortir et qui viendraient préciser cela. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Oui, j'ai une petite question encore, s'il vous plaît. J'ai entendu lors de la dernière réunion de la DDT qu'il devrait être constitué un fonds de biodiversité. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, pour donc la contribution à la consommation de zones qui sont donc concernées par la biodiversité. C'est-à-dire, je pense que ça doit être sur le principe de la compensation. Mais en fait, ce fonds me paraît bizarre. Qui c'est qui va l'alimenter, ce fonds de... Effectivement, ça a été évoqué, hein, Monsieur Cazaret, ça a été évoqué. Mais encore une fois, on n'a pas de précision à ce sujet. En tout cas, nous, lors de la réunion des techniciens, on ne nous a pas apporté plus de précision. Parce que ça rentre dans le cadre de ces décrets d'application qui vont devoir sortir. Mais je peux redemander à la DDT et vous apporter tous les éléments qu'ils auront par rapport à ça. Et il y a une question qui a été posée aussi sur les zones qui seraient incluses dans les PLU. Est-ce que ça confère un caractère obligatoire ou est-ce que ça change le statut? Alors, pour vous donner une information préalable, pour les PLU qui sont en cours de révision, on a eu une réponse de l'État, une précision de l'État qui préconise de ne pas mettre les zones d'accélération dans les projets de PLU tant que les zones d'accélération n'ont pas été validées. Alors déjà concertées, mais validées par la préfecture, parce que ça pourrait ça pourrait conduire à des risques juridiques accrus. Donc, de toute façon, les zones d'accélération peuvent être incluses dans les PLU a posteriori par modification.
Donc voilà, il préconise de le mettre une fois que ça aura été validé. Autre point également, j'insiste sur le fait qu'avoir des zones d'accélération, ça ne permet pas grand-chose, hein, ça n'apporte pas grand-chose, puisque ça ne permet qu'une concertation plus restreinte. Par contre, ce que ça apporte, c'est d'avoir la capacité de faire des zones d'exclusion des ENR. Et pour ça, nous, on préconise de mettre au moins quelques zones d'accélération des ENR pour vous permettre, notamment au sein des PLU, etc., mais de pouvoir mettre des zones d'exclusion, des zones où vous ne souhaitez pas qu'il y en ait. Voilà, parce que ça, ce sera permis uniquement aux communes qui auront fourni des zones d'accélération. Tout à fait. Y a-t-il d'autres interrogations? Juste une remarque, je trouve que vous, comme nous, élus, on va dépenser beaucoup d'énergie et si je comprends bien, c'est pour pas beaucoup de résultats dans le premier temps ou pour pas d'effet immédiat, quoi. Ça s'appelle la délégation des services de l'État vers les communes. On peut le voir comme ça, effectivement, et ça a été une remarque qui a été faite lors du webinaire de la DDT et même en réunion des techniciens. Après, voilà, on nous a bien rappelé qu'on est dans un contexte particulier de changement climatique où il fallait voilà, penser à notre transition énergétique et qu'effectivement, comme ça, à premier abord, on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça va apporter? Ce que ça peut apporter, c'est d'initier une réflexion sur la stratégie énergétique des communes. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, pour des communes qui sont toutes petites, ça paraît très complexe, même peut-être impossible. Mais ça permet de se poser quelques questions par rapport à, mais tiens, en fait, si je suis contactée par un développeur, où est-ce que j'identifierais déjà voilà, une première zone, une priorité? Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas? Et ça, parfois, on est pris de court. Les communes sont contactées par un développeur, on voit directement les avantages financiers que ça peut apporter. Et finalement, si déjà on amorce une réflexion à l'échelle de la commune avec voilà, une concertation citoyenne si possible, là déjà, on a initié ces questionnements-là et on sait répondre aussi à un développeur qui nous sollicite. Voilà, il faut peut-être aussi le voir dans ce sens-là. Mais sur les communes rurales, le potentiel, il est essentiellement agrivoltaïque. Et là, effectivement, c'est la Chambre d'agriculture qui a la main. Pour le moment. Voilà, on attend qu'il y ait des zones qui apparaissent suite à la réflexion de la Chambre d'agriculture. Je vous propose peut-être qu'on continue. Voilà, on avait prévu de clôturer ce webinaire à 19 h. Alors, hop, je vais repasser en plein écran. Donc, le Pays Sud Toulousain vous propose un accompagnement, donc notamment des permanences qui auront lieu donc tous les mardis après-midi de 14 h à 17 h et tous les mercredis matins de 9 h à midi à partir du 2 octobre. Donc ça se passera au Pays Sud Toulousain, dans les locaux donc de l'espace Jallier, sur inscription. Donc ce sera possible de s'inscrire sur notre site internet, on va y aller ensemble juste après. On vous propose avant ces créneaux-là de remplir un questionnaire pour que vous puissiez déjà vous poser des questions qui faciliteront la définition des zones. Et l'objectif de cet accompagnement, ce n'est pas de définir les zones à votre place, mais c'est pour vous aider aux besoins. Donc que ce soit dans la prise en main de l'outil cartographique, dans l'enregistrement des zones sous format cartographique ou sur les critères pour la définition des zones. Et on va se rendre ensemble sur le site du pays pour que je vous montre les éléments que vous pouvez trouver. Donc ici, on rappelle le principe de la loi. On présente l'appui qu'on propose, donc notamment là, le webinaire, les permanences qui auront lieu à partir du 2 octobre. Donc vous pouvez vous inscrire ici, hop, sur l'onglet inscription. Et là apparaît donc un Excel où vous pouvez vous inscrire donc pour votre commune pour un créneau de 1 heure. Donc on propose en présentiel, ça peut être en visio, ça peut être par téléphone, donc sous le format que vous souhaitez. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur ce fichier-là. Hop, je me suis perdue.
Pardon. Je vais y retourner. Et voilà, donc vous retrouverez le questionnaire dont je vous ai parlé, qui peut déjà vous amorcer ce questionnement-là par rapport à la définition des zones. Vous retrouverez ici le décryptage de la loi que l'on a réalisé, et notamment toutes les étapes que je vous ai présentées par rapport à l'outil cartographique, comment afficher un potentiel, comment enregistrer, comment définir une zone. Vous aurez ces éléments-là sur ce document. Et on propose aussi des ressources externes, voilà, des webinaires externes que vous pourrez retrouver. Et pour finir, donc vos interlocutrices sur ce sujet, donc moi-même et donc Célia Para, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est en congé, qui est chargée de mission transition énergétique des collectivités. Donc vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez aussi, par exemple, des difficultés si vous souhaitez vous inscrire à des permanences, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez directement nous envoyer un mail, on vous inscrira sur le fichier, voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore des questions pour les 5 minutes qui nous restent ? C'est à peu près clair. Voilà, après, on pourra tout à fait reprendre ces éléments-là si vous souhaitez vous inscrire sur un créneau d'une heure en permanence. Moi, j'avais... Vas-y. J'ai pas levé la main. Oui. Vas-y, Max. Oui, c'est vite fait. C'est simplement pour savoir, est-ce qu'il y a le potentiel hydraulique sur les... J'ai pas su le trouver. Alors, il a été mis puis retiré, là je ne sais plus, mais effectivement la DTT 31 nous a bien précisé que le potentiel hydraulique était très limité sur notre territoire. Oui, mais il existe quand même. Bon, donc, très limité. Oui, très limité, mais il existe. L'infinitésimal, ça fait rien, on doit le récupérer. Effectivement, après ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est la ressource en eau et on voit qu'on rencontre de plus en plus de difficultés. Et finalement, ça n'ira pas non plus en s'arrangeant. Donc, effectivement, on nous a bien mis en garde par rapport au fait que ce potentiel était très limité. Oui, du coup, juste, c'est pas vraiment une question. Est-ce qu'on peut avoir effectivement cet enregistrement? Parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais qu'ils étaient intéressés. Mais aussi le PowerPoint sans enregistrement, c'est-à-dire les deux pour des exploitations, on va dire, internes. Et ma question, c'était, est-ce que si on fait le travail en interne dans une commune, est-ce que vous pouvez avoir un regard, en gros, pour nous dire si on a bien entamé ou fait ou assez fait de telle façon avant de faire des allers-retours. Si je comprends bien, ils sont comptés les allers-retours, d'avoir votre avis d'expert avant de l'envoyer pour validation des DT. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Voilà, après, ce sera notre avis. Mais effectivement, c'est possible et on projettera, enfin, on diffusera aussi ce webinaire qui est enregistré sur le site et on diffusera aussi la présentation. Tout à fait. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, vous n'hésitez pas non plus à nous poser des questions. Voilà, ou que ce soit par téléphone, on est disponible. Il y a une question, Eva, sur la concertation. Est-ce qu'il y a un formalisme? Pas de formalisme qui a été défini. Aucun formalisme, voilà. La loi dit bien selon des modalités librement définies. Donc effectivement, pas de formalisme. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Gérard, est-ce que vous voulez conclure? Eh bien, écoutez, oui, je veux bien conclure. D'abord, merci à Eva, merci à Colline, merci à Célia aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé à tout ça. Alors, quoi dire? Ben, que le pays sur Toulousain, ben, il s'investit là aussi, comment dire, à plein, en tout cas, c'est technicien. Ça a été dit aujourd'hui,
il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de décrets à venir. Alors, pour ceux qui suivent de près la loi climat et résilience comme moi, on voit très bien que les décrets, ils ont comme principale conséquence, pas d'éclaircir, mais de complexifier souvent. Alors, bien sûr, ma mauvaise foi, elle est là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des obligations. Je ne sais pas trop ce qui va en être le 31 décembre prochain, même si l'État a rallongé de quelques semaines. À mon avis, ça me paraît, comment dire, pas simple. Je ne sais pas quelle sera l'efficacité. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, comment dire, l'outil pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas à le faire et on interviendra, en tout cas Eva interviendra. Il y a déjà quelques rendez-vous qui sont pris collectivement pour décrypter encore plus s'il en était besoin. Merci en tout cas à toutes et à tous. Écoutez, bonne soirée. Et merci. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Merci. Je dis jamais rien.